Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va vous décrypter l'Open d'Australie Femmes. C'est vrai qu'on n'a pas pu encore en parler et aujourd'hui on est un peu avec l'expert de ça. Comment tu vas, Gomaria? Bah super et toi? Ah ça va, écoute, on a pas mal de choses à dire puisque comme j'ai dit on n'en a pas encore parlé de ce tournoi Femmes. Donc pas mal Tout de à choses fait, à ouais. raconter. Même si on a eu une finale un peu décevante comme dans l'ensemble, on a eu un tournoi quand même un peu intéressant. Ouais, une finale assez à sens unique, même si sur le papier on se doutait qu'Osaka avait des bonnes chances de l'emporter assez facilement, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de matchs intéressants tout au long de la quinzaine, donc de quoi discuter un petit peu de tout ça. Ouais, voilà, donc on entame. Du coup, avant de parler purement tennis, je voulais quand même revenir sur deux, trois petits points. Déjà, le premier point, c'est le retour du public. Même si on a quand même eu 5 jours sans, voilà, je pense que c'est évident, bon, pour nous deux, de dire que ça fait quand même du bien de revoir des gens dans des tribunes, puisque c'est vrai que ça fait un peu monotone des matchs sans bruit, surtout en Grand Chelem, quoi. C'est quand des matchs en public, on est habitué, si on regarde des futurs, des challengers un peu perdus, mais c'est vrai qu'en Grand Chelem, ça fait quand même très. On a du mal à se mettre dedans aussi. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ouais, non, bah ça c'est clair. Bon, après, c'est toujours à choisir, c'est mieux d'avoir des tournois sans public que pas de tournoi du tout, mais bon, quand on peut avoir ensemble, et puis bah, comme c'est possible en Australie avec la situation sanitaire qui est bien stabilisée là-bas, enfin, c'est sûr que ça fait plaisir de voir ça. Et puis même, je pense pour les joueurs, les joueuses aussi, c'est quelque chose dont ils ont besoin et que ça les motive encore plus et leur fait encore plus plaisir de jouer dans ces conditions. Ouais, même si c'est le retour que, bon, c'était pas plein, hein, c'est à peu près la moitié. Je crois qu'aujourd'hui, il y avait 7000, un peu plus de 7000 personnes dans les tribunes. Mais bon, ça fait quand même une différence. Mais déjà, rien que visuellement, on s'est habitué à ce qu'il n'y ait plus rien dans les Ah cours. oui, c'est Donc, même visuellement, on voit que ça frappe un peu la différence. Et puis, ouais, comme on dit, ça fait plaisir. Et puis, et puis avoir. même, bon, même si c'est pas rempli à fond, mais même rien qu'en avoir un petit peu, je Ouais. trouve, bah, par exemple, prendre l'exemple de Roland Garros l'an dernier, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait un petit peu de monde, ça faisait tout de suite une différence que quand il y a vraiment rien et que c'est un silence complet dans le stade, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis, ça peut aider les locaux aussi. Bah, là, en l'occurrence, les Australiennes. C'est, Mm. surtout en ATP, j'ai trouvé que ça a quand même poussé certains joueurs à se surpasser. Et voilà, c'est Ah sûr bah que oui, au final, ça peut changer la donne d'un match. Donc le public on le rappelle, ça a quand même son rôle, hein. c'est clair, c'est clair. Du coup, voilà pour cette petite parenthèse publique. Et aussi, deuxième point, je voulais parler un peu de l'aspect physique en comparaison avec les hommes, justement. On avait dit plutôt que, par exemple, avec ces confinements dans les hôtels, que les joueurs n'ont peut-être pas pu s'entraîner comme ils voulaient. Bah, du coup, il pouvait y avoir des problèmes physiques. Mais j'étais surpris que chez les femmes, il y ait un seul abandon, justement. Donc, si toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Comment ça se fait qu'il y ait une telle différence et qu'il y ait eu finalement qu'un seul abandon? C'est vrai que c'est un peu bizarre de voir cette différence. Je sais pas si on peut en tirer vraiment des conclusions. C'est même que, bah, encore plus frappant que bah, l'une des deux finalistes, en l'occurrence Brady, était elle-même en quarantaine stricte, donc vraiment sans entraînement, enfin, sans pouvoir sortir de l'hôtel du tout pendant les 2 semaines de confinement, donc c'est encore plus impressionnant à ce niveau-là. Et après, pourquoi il y a eu si peu d'avance, je sais pas. Peut-être que les joueuses elles ont vraiment toutes eu l'occasion de participer au tournoi précédent, parce il y avait 3 tournois WTA la semaine d'avant. Je pense qu'elles ont plus, alors que certains joueurs ATP n'avaient pas forcément participé, rien qu'en étant à ATP Cup qui avait moins de matchs pour se préparer. Après, je sais pas si c'est vrai qu'il y a que Konta qui a abandonné au T1 et une blessure qui est venue un peu de nulle part, on sait pas trop ce qui s'est passé. Mais ouais, étonnant, mais bon, c'est une bonne chose de voir que tout a pu se dérouler de manière à peu près normale en termes de conditions physiques, quoi. Ouais, et puis aussi, on a eu aussi peu de joueuses qui se sont retirées avant le tournoi, hein. Pareil, par rapport aux Mm. hommes, il y a quand même une nette différence, hein. Ouais, bah, les seuls forfaits qu'il y a eu avant le tournoi, c'était, enfin, du moins entre les qualifs et le tournoi, c'est des joueuses qui ont eu un test positif au moment de partir en Australie. C'était du coup Anisimova et Keys et la chinoise Wang. Sinon, il y avait eu, oui, un forfait, Magda Linette aussi qui était blessée, mais rien à voir avec du coup le confinement.
Et c'est vrai qu'il y a eu que bah, toutes les joueuses qui avaient fait le trajet ont participé à la suite, contrairement aux hommes où il y avait eu quelques forfaits comme Johnson ou Gasquet, alors même que les joueurs étaient sur place. Oui, c'est vrai, donc voilà, comme on a dit, pour moi, quand même, grosse différence entre les hommes chez les femmes, et comme tu as dit, c'est quand même compliqué de tirer une conclusion, mais c'est quand même une différence qui est assez surprenante pour moi. C'est clair. À voir sur le long terme de la saison si ça se confirmera ou pas, mais bon, en tout cas, c'est une bonne chose à voir au moins chez les femmes, en tout cas, ça semble pas avoir eu de gros impacts. Ouais, du coup, pour continuer dans ce sens-là, est-ce que tu penses que, toi qui as quand même vu pas mal de matchs, j'imagine, est-ce que tu penses que il y a une différence de niveau par rapport au passé dans le jeu, ou toi ça t'a pas frappé, tu penses que les joueuses étaient à leur niveau, physiquement prêtes et tennistiquement prêtes aussi? Bah, dans l'ensemble, je trouve que ça allait. Je m'attendais à pire. Bon, c'est vrai qu'il y a eu bah, ces tournois la première semaine qui vont quand même bien aider, je pense, à se remettre un peu dans le bain, qu'il n'y avait pas forcément un gros niveau la semaine précédente. Là, ça pouvait aller. Après, ça a été assez inégal. Il y a eu quelques très très gros matchs, notamment dans le bas du tableau. Ben, il y a eu des gros affrontements, même tôt dans le tournoi. Le Muguruza Osaka, le Sabalenka Serena, le Alep Swiatek, etc. Dans le haut du tableau, j'ai trouvé un peu moins bon. Il y a eu pas mal de matchs qui ont été remplis de fautes. Mais après, enfin, j'ai pas trouvé une différence frappante par rapport à d'habitude, je dirais. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, on a quand même eu des affiches assez sympas, des bons affrontements, hein. Comme tu dis, le Swiatek Alep, ou après Serena contre Alep, puis même Naomi Osaka contre Serena. C'était quand C'est même clair. un tennis comme globalement assez qualitatif. Bon, des surprises, on en a eu comme toujours, j'ai envie de dire, notamment chez la finaliste quand même, parce qu'elle n'était pas tellement attendue, malgré un tableau assez facile. Oui, elle est en grosse progression depuis maintenant une bonne année et demie. Donc, dans un sens, c'est une suite logique. Elle avait déjà fait demi à l'US Open pardon, en fin d'année dernière, etc. Et donc, pas mal de bons résultats. Après, oui, on l'attendait forcément pas de là à la voir en finale, on s'y attendait pas. Mais c'est vrai elle a eu un tableau vraiment très favorable avec aucun gros test tout au long du tableau. Elle a profité de pas mal de joueuses avant qui ont perdu. Et donc, au final, elle était toujours favorite à tous les matchs à chaque match, elle était favorite, en tout cas sur le papier. Et donc, au final, il n'y a eu aucune grosse surprise de sa part. Elle est arrivée logiquement en finale de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que donc, je trouve que c'est quand même assez logique que Osaka l'emporte entre guillemets facilement aujourd'hui en finale parce que c'était tout de suite un niveau supérieur par rapport à tout ce que Brady a pu affronter au cours de la semaine. Ouais, effectivement, comme tu dis, puis d'ailleurs, bah, elle a fait demi-finale à l'US Open, bah, c'était déjà cette même affiche contre Osaka. Ouais, exactement, tout à fait. Et ça avait été un très très bon match d'ailleurs à l'US Open. C'était un des meilleurs matchs de la saison en 2020, je dirais. Donc, on aurait pu espérer d'ailleurs avoir un match aussi bon aujourd'hui. Mais après, je pense justement le fait que Brady n'ait pas eu forcément enfin, un tirage très compliqué, a dû lui poser aussi du souci pour tout de suite la différence était plus frappante et peut-être plus compliqué de résister en finale. Bah, c'est vrai que, comme tu dis, bah, l'US Open, c'était quand même un affrontement en 3-7 comparé au match d'aujourd'hui qui était quand même à sens unique, où même le deuxième set, elle a réussi à faire un de Oui, ses deux breaks de elle a limité retard, mais c'était vraiment limiter la casse et rallonger un peu le match, histoire de pas sortir au bout d'une heure, quoi. ouais, alors qu'à l'US Open, il y avait eu 3 sets et un seul break chacune dans les deux derniers. Ça avait été un gros match là, bon, un peu décevant, mais je pense que Brady sera quand même très satisfaite de son tournoi et elle a dit elle se sent prête, elle sait qu'elle est à haut niveau, qu'elle est capable de gagner des grands chelems et ça risque de lui donner beaucoup de confiance dans tous les cas pour la suite. Oui, c'est sûr que malgré tout, elle engrange beaucoup de confiance, et puis si elle peut continuer dans la lignée là, elle va encore beaucoup progresser, ça c'est sûr. C'est clair, tout à fait. Je te propose bah, de parler de son adversaire du jour, celle qui gagne le tournoi, qui est Osaka, qui a déjà gagné le tournoi il y a 2 ans, on rappelle quand même. Qui... Ouais, c'est ça, bah, c'est son quatrième grand chelem du Ouais. coup, sur 4 années consécutives, vu qu'elle a gagné son premier
en 2018 à l'US Open, puis 2019 Open d'Australie, l'an dernier US Open et là à nouveau Open d'Australie. Bah, elle commence vraiment à être le gros nom du circuit, j'ai envie de dire, et aussi bien sur le court qu'à l'extérieur du court. Je pense que la WTA est très contente d'avoir une joueuse comme ça voilà, qui amène du monde et fait parler d'elle. Après, elle est, je pense, de très loin la meilleure joueuse actuellement maintenant sur dur. Après, il va falloir voir par la suite si elle arrive à proposer le même niveau de jeu et à être aussi régulière sur les autres surfaces, parce que c'est vrai qu'on voit qu'à Roland-Garros ou à Wimbledon, elle a jamais passé le troisième tour, donc ça fait la comparaison est assez frappante. Donc bon, elle a encore le temps, elle est encore très jeune, mais ça serait bien d'avoir progressé sur ces autres surfaces maintenant dans les mois à venir. Ouais, comme tu dis, la WTA doit être contente de l'avoir, non seulement parce qu'elle a une personnalité bien à elle, hein, déjà, pour commencer, et puis je pense que niveau régularité, la WTA est contente d'avoir des joueuses régulières, parce que souvent, c'est comme un peu connu pour avoir des numéros 1 qui sont un peu, qui changent très régulièrement, avec une fois on gagne un grand chelem, et après on a du mal à retrouver la joueuse, mais c'est vrai qu'Osaka fait quand même preuve de régularité, et c'est ce qui est quand même Oui, après, prépondérant. on peut éventuellement lui reprocher, c'est que elle joue un programme qui extrêmement limité. Genre, elle fait à peu Ouais, près c'est que vrai. chaque année, elle fait les 4 grands chelems et un tournoi de préparation avant et ça s'arrête là. Ça fait un peu penser à un programme d'une Serena, sauf que Serena a quasiment 40 ans et que Osaka en a 23, quoi. Donc, c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher à ce niveau-là, mais c'est sûr que quand elle est là, il y a très peu de défaites, de mauvaises défaites et elle sait être présente quand elle s'engage dans son tournoi. Ouais, c'est justement ce que j'allais te demander, elle cite quand même souvent Serena en exemple, donc du coup c'était... Est-ce que oui, elle s'inspire quand même beaucoup, même dans le programme, elle s'inspire d'elle finalement, et puis elle a compris que c'était comme ça qu'il fallait marcher finalement. Et que Est-ce ça fonctionne que... comme ça. Bon, Serena, à son âge, jouait quand même beaucoup plus qu'elle. Là. Il Oui, y a ça c'est aussi sûr. cette différence. Et puis, je pense qu'elle sait que, enfin, voilà, que même en jouant peu, elle y arriverait bien et qu'après, elle a les sponsors qui suivent quoi qu'il arrive. Donc, elle doit peut-être se dire que voilà, ça suffit comme ça et que si, enfin, voilà, qu'elle a envie de gérer sa vie de cette manière, ça peut aussi se comprendre. Ouais, et puis comme tu dis, elle a jamais allé au-delà du troisième tour à Roland et à Wim, donc c'est sûr que comparé au fait qu'elle est allée au bout de l'US Open et de l'Open d'Australie, ça montre clairement qu'elle doit encore progresser sur ces deux surfaces que sont le gazon et la terre, hein. Ouais, surtout sur Terre, je pense sur gazon, bah, elle a même peu joué dans sa carrière au final. Mais enfin, oui, sur les deux surfaces, elle a beaucoup à progresser. Après, je pense que ça viendra. Ça m'étonnerait qu'elle reste bloquée à ce stade encore longtemps. Et bon, de là à gagner le titre, peut-être pas tout de suite, mais rien que cette année, je pense que ça sera intéressant de voir les résultats qu'elle aura et en espérant peut-être qu'elle fasse un peu plus de tournois de préparation sur terre pour justement bien s'apprivoiser la surface et pas arriver à Roland-Garros en manque de repères et perdre encore une fois tout dans la compétition. Ouais, bah écoute, pour terminer avec Osaka, je vais te poser une question peut-être un peu simple, un peu bateau, mais est-ce que tu penses que, bon, je vais pas te demander combien de grands chelems elle va gagner, mais est-ce que tu penses qu'elle peut marquer l'histoire, par exemple, bah, rien qu'en dépassant une dizaine de grands chelems et vraiment s'imposer comme sur la joueuse de sa génération et de rester comme ça sur beaucoup d'années consécutives? Bah, c'est toujours un peu facile de dire ça après l'avoir gagné un nouveau titre, mais oui, vu comme c'est parti, elle est encore hyper jeune. Même si elle venait à avoir encore du mal sur les autres surfaces, rien qu'avec les 2 grands chelems sur dur, elle pourrait facilement encore monter son palmarès et arriver à une dizaine de grands chelems, ça me choquerait pas au bout de sa carrière. Après, pour être vraiment une des toutes des grandes de l'histoire, je pense qu'il faudrait qu'elle arrive à dépasser le dur et arriver sur les autres surfaces à aussi gagner des titres pour vraiment avoir un palmarès vraiment large et diversifié qui pourrait dire que ça a été vraiment une des toutes plus grandes joueuses de l'histoire et de sa génération. Mais elle est largement capable de le faire et ça ne m'étonnerait pas qu'elle finisse comme ça en tout cas, oui. Ok, bah ça me va très bien comme réponse. Je pense qu'on a tout dit à peu près sur Osaka et son adversaire du jour, hein, et un petit Ouais, et retour puis, sur le tournoi. Ouais, vas-y, je te laisse le ouais, mot et de la puis, fin. en plus, c'est vrai, elle a sauvé 2 balles de match en huitième contre Muguruza. Elle a eu un tableau dans l'ensemble vraiment pas facile, même s'il n'y avait pas de top 10, mais
bon, elle bat quand même Muguruza et Serena qui sont quasiment comme des top 10, j'ai envie de dire. Et que des tours pièges sur le papier. Donc c'est un tournoi largement mérité et voilà, qui aurait été complet du début à la fin de sa part. Ouais, puis en plus, Muguruza, c'est le seul match où elle lâche un set en plus, hein. Exactement, c'est vrai que. Et puis à chaque fois, c'était des sets, hormis ce match contre Muguruza, enfin, où elle a jamais été vraiment inquiétée dans aucun des autres sets, quoi. Donc assez impressionnant. Ouais, bah écoute, je te propose de passer au top. Tu m'as donné une liste de 3 joueuses, bon, évidemment Osaka. Oui, voilà, du coup, pas Mais, grand-chose de plus à rajouter. mais sinon, il y a quand même 2 joueuses qui peuvent attirer votre attention, parce que c'est quand même 2 joueuses, je sais pas, est-ce que elles n'étaient pas forcément les plus attendues sur le tournoi, on va dire. Oui, du coup, j'ai proposé Chie Sue tout d'abord, qui a atteint son premier quart en Grand Chelem à 35 ans. Elle avait déjà fait pas mal de d'autres huitièmes de finale, notamment ici à l'Open d'Australie. Je crois que c'était déjà son troisième ou quatrième à l'Open d'Australie. Première fois qu'elle arrive à passer le cap et aller en quart. Alors c'est assez surprenant parce qu'en plus elle n'arrivait pas en grosse forme depuis la reprise justement l'an dernier après la pandémie. Elle avait vraiment pas mal de difficultés, mais là, elle a ressorti tout le meilleur de son jeu, qu'on sait extrêmement original et enfin, vraiment unique sur le circuit. Et bon, elle a battu des très bonnes joueuses, bon, Andreescu qui revenait enfin de sa blessure, et aussi Vondrousova en huitième de finale qu'elle a battu facilement. Donc, c'est une joueuse que personne n'aime affronter, je pense, parce qu'elle a un jeu tellement particulier que c'est très dur de s'y habituer et de pas perdre le fil de son tennis. Mais voilà, c'est une joueuse toujours très sympa à avoir joué. Ça fait plaisir de l'avoir atteindre son premier quart en Grand Chelem, même si elle a pas du tout résisté contre Osaka, mais ça va lui faire du bien et ça peut lui redonner confiance pour cette saison. Ah, c'est vrai que comme tu dis, pour le coup, on dit souvent que chez les filles, le jeu est souvent un peu ressemblant, mais c'est vrai qu'elle, c'est pas du tout comme ça, c'est un jeu quand même très atypique. Bon, Ouais, je pense aussi que la surface de l'Open d'Australie lui convient peut-être le mieux, au final. ouais, elle aime bien les surfaces quand même rapides, où son jeu justement gêne encore plus. C'est vrai qu'elle a beaucoup de mal sur terre battue, où la terre enlève tout l'intérêt de son jeu et donc elle n'arrive pas à avoir de bons résultats là-dessus. C'est vrai que à l'Open d'Australie, avec en plus une surface qui a été encore accélérée, je crois, cette année, c'est là qu'elle s'exprime le mieux. Bon, ses résultats le prouvent et c'est très sympa d'avoir évolué sur cette surface. Ouais, puis surtout quand même, il y a quand même 2 semaines, elle prenait un 6-2, 6-0 par Van Vank sur la même surface. Ouais, c'était ouais, étonnant et ça faisait vraiment pas mal de mois qu'elle faisait vraiment plus rien. Et là, elle s'est remotivée, je sais pas, elle a retrouvé une seconde jeunesse pour ce tournoi. Et voilà, je pense que c'est une joueuse qui est toujours plaisante à voir jouer. Elle arrive toujours à sortir des gros résultats contre les meilleurs. Elle a beaucoup de victoires contre des top 10 ces deux, trois dernières années. Donc, ça serait une bonne chose, je pense, de l'avoir continué à rester à un bon classement pour l'avoir joué ces gros tournois et sortir des gros matchs contre les toutes meilleures. Puis on parlait de son âge aussi, c'est vrai qu'elle a quand même 35 ans, mais Oui, elle est au final, bon, elle a quand même marqué pas mal les esprits en double aussi, hein. ah bah oui, elle a gagné trois grands chelems en double, une autre finale aussi surtout avec Peng, qui ont été numéro 1 mondial, c'était en 2014 par là. Donc c'est une joueuse très complète, elle joue un peu moins en double, je crois maintenant, mais ah non, j'ai raconté n'importe quoi, elle a gagné encore avec Strikova récemment, pardon. Mais enfin, cette année, ils n'ont pas joué, je crois, en double. Mais enfin, en tout cas, c'est une joueuse voilà, qui, même si elle n'était plus en simple, elle pourra continuer longtemps en double et son jeu s'exprime aussi très très bien en double avec toute sa palette technique au filet et ses variations, forcément, elle peut facilement continuer longtemps sa carrière dans cette discipline. Ouais, puis pour parler un peu du double, vite fait, je pense aussi que le double lui permet justement de progresser justement en volley, service, c'est aussi ce qui fait que ce jeu atypique et qui fait qu'elle a l'occasion de progresser là-dessus aussi, parce que souvent c'est l'occasion de tester des choses ou de... Voilà.
Ah oui, carrément. Et je pense qu'elle s'amuse beaucoup en double aussi et que c'est une joueuse qui joue vraiment au feeling, hein. Des fois, j'avais lu une interview de son coach qui disait que parfois elle avait pas envie de s'entraîner, elle s'entraînait pas et son jeu est tellement atypique que bah voilà, ça fonctionnait quand même et que enfin vraiment elle joue pour le plaisir et ça se ressent, quoi. Ouais, et puis bah, du coup, c'est ce qui fait tout le fait qu'elle est atypique. Et bon, ça fait plaisir d'avoir des joueuses comme ça, en tout cas, hein. C'est clair, tout à fait. Et du coup, ton deuxième top, ou plutôt ton troisième, qui est Carolina Mourova, qui est une joueuse quand même qui n'était pas tellement connue encore Oui, récemment, j'ai c'est une envie de dire, et joueuse qui est en train d'exploser. qui monte petit à petit, tout à fait, qui s'était révélée à l'US Open il y a 2 3 ans, en battant Muguruza, qui était à l'époque dans le top 3 je crois, et qui a pas complètement comment dire, l'an dernier, elle était beaucoup progressée en 2019 avec son premier 40 Grand Chelem à Wimbledon. Elle avait un peu été moins en forme l'an dernier. Et là, elle commence bien la saison avec des gros combats. Elle est remontée, enfin, beaucoup de comebacks dans son tournoi. Elle a été menée 5-0 contre Pliskova au troisième tour. Au deuxième set, elle remonte et gagne en 2 manches. Pareil, elle était menée 4-0 puis 5-2 contre Mertens. En huitième de finale, elle gagne aussi en 2 manches. Et puis en quart contre Barty, elle était complètement dépassée, menée 6-1, 2-0. Elle parvient à retourner la situation. Et au final, elle passe à quelques jeux d'atteindre la finale dans cette demi très serrée contre Brady. Donc pareil, c'est une joueuse qui monte bien. On l'attendait pas du tout en demi ici, c'est clair, mais elle a sorti un très gros tournoi, quand on a battu des très bonnes joueuses. Donc belle perte de sa part. Et bah, un peu comme Chier, c'est une joueuse qui est qui a un jeu aussi atypique avec beaucoup de montées à la volée, un jeu qu'on a moins l'habitude de voir sur le circuit féminin, donc ça amène aussi de nouveaux styles, c'est sympa à voir. Aussi, je pense que elle a quand même changé de coach en mars 2020, j'ai vu, donc je pense que ça a dû apporter aussi quelque chose à son jeu. Je pense qu'aussi c'est pas totalement étranger à tout ça, même si bon, la terre battue, elle s'est arrêtée au premier tour. Voilà, sa surface reste quand même le dur pour l'instant, visiblement. Oui, c'est ça, c'est le dur, et puis bah, le gazon aussi, elle avait fait son premier quart, c'est sur terre qu'elle a le plus de difficultés ouais, pour le moment. Après, je pense que c'est une joueuse qui est assez complète sur toutes les surfaces, elle est capable d'avoir des résultats un peu partout. Donc à voir si elle parvient à confirmer ce beau début de saison en tout cas. Et puis à voir aussi ben, d'un point de vue physique, parce que c'est vrai que pour le coup, ses 2 premiers tournois de la saison, elle avait abandonné. Ouais, Enfin, elle avait gagné. ça allait être ma question, mais ouais. Donc je pense que c'est une joueuse qu'il faut qu'elle fasse attention d'un point de vue physique, qui peut facilement se blesser. Mais si elle avait déjà eu un problème au poignet, je crois, il y a quelques années aussi. Mais à part ça, je pense qu'elle peut, en tout cas, un peu s'installer dans le top 20 dans les années à venir. Ouais. Et du coup, comme tu as dit, deux victoires contre Pliskova et Barty après avoir été menées, ça nous mène une petite transition vers nos flops, puisque ces deux joueuses font partie des trois flops. Donc, je te propose de Oui, commencer par Pliskova. bah ouais, Pliskova qui, encore une fois, est enfin, décevante en Grand Chelem. Enfin, j'ai vu le match justement contre Mukova au troisième tour. Et enfin, je comprends toujours pas comment elle a fait pour perdre ce deuxième set. Elle menait 5-0 et d'un coup, il n'y avait plus rien avec un niveau de jeu franchement pas bon. Je trouve ça assez inquiétant parce que bon, il y a quelques années, elle était dans les toutes meilleures. On attendait, on se disait que son grand chelem allait arriver. Et bon, on avait des déceptions à chaque fois en grand chelem, mais elle arrivait au moins quand même à aller quand même loin dans les tableaux. Elle avait fait des demi à Roland Garros, demi à l'Open d'Australie, etc. Donc on sentait que c'était pas si loin que ça. Là, ces derniers temps, elle enchaîne des défaites tôt dans les tournois. Elle commence même avant ça se limitait au grand chelem, maintenant elle commence même à avoir des défaites qui arrivent tôt, même dans les tournois de WTA classiques. Elle a eu une défaite extrêmement inquiétante à Abu Dhabi en début d'année contre Gasanova. Donc elle est vraiment sur une pente descendante, je trouve, Pliskova, aussi bien mentalement que dans le jeu. Et va falloir qu'elle se dépêche de se remettre en route parce que, à mon avis, elle pourrait rapidement quitter le top 10, voire le top 15 si elle continue à ce rythme-là.
Ouais, c'est vrai qu'à une époque, on disait quand même que Pliskova, son jour allait arriver. Bon, pour revenir un peu en arrière, moi je le voyais bien en 2016 à l'US Open où elle fait finale et finalement elle s'incline. Il me semble qu'à l'époque, elle partait quand même favorite sur ce match, par Bah oui, exemple. elle avait battu Kerber la semaine juste avant, et puis elle mène, enfin, elle avait un break d'avance au troisième. Après, la défaite en soi, qui n'était pas honteuse le jour-là, parce qu'elle avait fait un gros tournoi, elle était vraiment en pente ascendante, et on se disait que ça allait pas tarder dans les années suivantes à arriver, mais au final, à chaque fois, ça cale en Grand Chelem, mais elle arrivait quand même à être jusque maintenant régulière tout le reste de la saison. Et là, c'est vrai que depuis l'an dernier, même hors Grand Chelem, il y a plus grand-chose qui se passe, quoi. Donc, c'est à suivre, quoi, mais c'est pas très rassurant pour elle. Est-ce que tu penses aussi qu'il y a peut-être un aspect mental, sachant que comme tu dis, elle menait 5-0, puis avec le service qu'on lui connaît, on se dit quand même que elle a un avantage qui fait qu'a priori ça devrait quand même passer. Au final, elle se fait briquer quand même quelques fois, donc est-ce que tu penses Ouais, c'est vrai, et que... puis même, je trouve, son service, il est plus aussi efficace qu'il y a quelques années. Je crois qu'elle fait moins d'ace qu'avant, elle a moins de jeux de service gratuits que ce qu'elle pouvait avoir auparavant. Et oui, il doit y avoir un aspect mental aussi, c'est clair. Bah, je crois que c'est une joueuse qui avait dit aussi qu'elle a eu beaucoup de mal euh, depuis la reprise à jouer sans public, etc. Bon, là, c'était pas le cas, mais elle semble avoir voilà, des difficultés ces derniers temps. Je sais pas trop à quoi on peut expliquer ça, mais c'est vrai que c'est. En tout cas, son niveau de jeu a vachement diminué. Ouais, bah comme on a dit, on attendait qu'elle gagne un grand chelem, mais au final, bon, c'est plus du tout d'actualité, hein. Ah bah là, oui, clairement. Bon, elle finira peut-être par en gagner un, ça reste une joueuse talentueuse, mais c'est pas quelque chose qu'on peut attendre. En tout cas, ça serait plus une surprise qu'autre chose si ça venait à arriver, hein. Ouais, maintenant, oui, c'est plutôt l'inverse. Du coup, je te propose de passer à Ashley Barty, qui elle a déjà gagné un grand chelem, Oui, alors bon, qui est bah, numéro une en numéro une mondial, plutôt en emploi fictif, puisque avec le Covid, tout ça, ouais, c'est c'est... ça, c'est vrai que le classement est pas très représentatif ces derniers temps, avec bah, même Osaka là, qui du coup gagne deux grands chelems consécutifs, enfin, et Roland Garros entre-temps, mais deux grands chelems en quelques mois et il est que numéro 2 et pas numéro 1, et beaucoup de joueuses comme Muguruza ou Sabalenka qui sont entre la huitième et la 15e place, alors que si on se basait que sur les points de cette dernière année, elles devraient être largement top 5 toutes les deux. Donc oui, le classement est pas complètement représentatif, mais Robarty a quand même fait un bon retour la semaine dernière en gagnant le tournoi de préparation dans l'Open d'Australie. Et moi, je l'ai mis dans les flops là parce qu'elle avait un tableau vraiment très 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 simple quand même. Elle n'avait aucune grosse concurrence jusqu'en finale, comparé au bas du tableau qui était extrêmement relevé et avec plein de gros matchs dès les huitièmes. Ce qui d'ailleurs, je trouve, a rendu ce tournoi un peu décevant dans le sens où on a eu de très grosses affiches tôt dans le tournoi au bas du tableau avec des joueuses qui se sont entre guillemets entretuées alors qu'elles auraient sans doute pu aller beaucoup plus loin dans le tournoi, alors qu'en haut du tableau, on avait des parties, des Mukova qui pouvaient avancer tranquillement sans grosse concurrence. Mais du coup, Barty, voilà, avec ce tableau, elle aurait vraiment dû aller en finale sans trop de difficultés. Et au final, cette défaite contre Mukova est arrivée un peu de nulle part. Surtout qu'elle dominait complètement la rencontre avant que Mukova sorte du cours quelques instants pour voir le docteur. Et depuis, quand elle est retournée, Barty avait complètement perdu le fil de manière assez incompréhensible. Et ça a été très rapidement vers la défaite après. Enfin, voilà. Assez décevant, je trouve, qu'elle puisse pas aller en finale malgré ce tableau. Bah, c'est vrai que j'ai été aussi assez surpris, sachant que faut quand même savoir qu'elle fait son retour à la compétition, elle n'avait plus joué depuis le Covid, donc elle revient, elle gagne le tournoi quand même à Melbourne, celui qui Ouais, a clairement. précédé l'Open d'Australie, puis après ouais, à l'Open d'Australie, elle fait quand même globalement des matchs plutôt convaincants. En Oui, plus, oui, son on se dit qu'avec le public, pour le coup, on avait dit que ça jouait un rôle, bah pour elle, ça aurait pu clairement l'aider, donc il y avait mieux à faire, on va dire. ouais, et puis je pense pas que ce soit une Australienne comme on peut penser à Stosur qui a toujours eu des blocages devant son public. Je pense pas que ce soit le cas de Barty. Là, donc elle gagne la semaine précédente. L'an dernier, elle avait gagné à Adélaïde aussi. Elle avait fait demi à l'Open d'Australie. Donc je pense pas qu'il y ait un blocage à ce niveau-là. Et oui, enfin, franchement, sa défaite était assez incompréhensible parce que son niveau de jeu a complètement d'un coup
complètement disparu et elle a jamais réussi à se remettre dans le match alors que vraiment elle aurait largement pu être en finale, voire déranger Osaka, aujourd'hui en finale. Ouais, effectivement. Bah écoute, je pense qu'on a été complet sur Ashley Barty. Et on passe à la dernière flop qui est Svitolina, qui est cinquième mondial et qui a perdu en huitième de finale contre Pegula au troisième set. Ouais, voilà, bah, Svitolina, je l'ai mis en flop, c'est un peu dans le même genre que Pliskova, dans le genre où on attend qu'elle aille chercher son premier grand chelem et ça semble toujours bloqué. Bon, je dirais pas que c'est aussi inquiétant que Pliskova, pardon, parce que Svitolina joue quand même, continue quand même à être plus régulière que Pliskova et continue à proposer un meilleur niveau, même si contre Pegula c'était franchement décevant et que elle aurait dû passer. Et pareil avec ce tableau, elle aurait pu, je pense, aller en finale cette semaine. Mais c'est vrai que on a l'impression que elle a beau avoir des tableaux assez ouverts pour aller chercher son premier grand chelem, que ça veut pas. On pense même au dernier Roland-Garros où elle était en quart contre Podoroska, où c'était vraiment un match, une occasion parfaite pour elle d'aller en demi, voire derrière d'aller en finale en battant Swiatek, et où elle perd assez bizarrement en deux petits sets. Donc voilà, pareil, il semble y avoir un blocage, je pense, un peu plus mental là en Grand Chelem où ça veut vraiment pas passer pour elle et ça risque d'être compliqué d'avoir à aller chercher un Grand Chelem. Je pense à Roland Garros, c'est sa meilleure chance, mais il va falloir qu'elle y aille quand même parce que pour le moment, ça semble pas vouloir. Ouais, une petite dernière question, peut-être un peu bête aussi, mais est-ce que tu penses que le fait d'être avec Gaël Monfils, qui lui aussi tennistiquement n'est pas dedans et un peu peut-être démoralisé, est-ce que tu crois que ça l'attire peut-être vers le bas éventuellement? Ou tu penses qu'il y a vraiment aucun rapport et que... Non, je pense pas. Ah, d'ailleurs, on a vu, je sais pas si tu as vu aujourd'hui qu'apparemment ils sont en break, ça y est. Ah bon? Ah d'accord, bah j'étais même pas au Bon, courant. ils ont posté tous les deux un message sur leur compte Insta pour dire qu'ils faisaient une pause dans leur relation. Mais je pense pas je pense pas que ça ait vraiment un impact. Au contraire, je pense, enfin, alors là ils sont en break, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas. Mais jusque maintenant, j'avais même plutôt l'impression que ça l'a motivé plus qu'autre chose à faire de meilleurs résultats plutôt que l'inverse. Donc j'ai pas l'impression que ça explique des mauvais résultats ou quoi que ce soit. Oui, c'est vrai que des fois, on voyait même qu'ils s'entraînaient ensemble, donc c'est vrai que ça... Oui, oui. Donc, ouais, je pense pas que Ouais. ça. Je pense pas. Après, peut-être, hein, c'est difficile Oui, on sait de jamais, c'est pour ça que savoir je ce qui se demande passe en dans la fait. tête à ce niveau-là, mais je le ressens pas comme ça en tout cas. Ouais, bah écoute, moi non plus, mais c'était juste pour avoir ton ressenti si jamais... Ouais, ouais. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on a été assez complet sur ce Ça tournoi, arrive hein. une fois en couple ça peut arriver que quand il y a des joueurs en couple qui pensent plus qu'à leur couple et Ouais, qu'ils se effectivement. désinhient. Mais pour le coup, eux deux, j'ai pas l'impression. D'accord, bah écoute, voilà, est-ce que tu as quelque chose encore à rajouter sur le tournoi ou tu penses que avoir tout dit? Non, je pense qu'on a été plutôt complet à ce niveau-là. Ouais. Bah, j'ai encore une petite, 2 petites minutes pour vous parler des échéances à venir, donc hors Open d'Australie, les tournois qui sont à venir. Comme vous voyez, il y a des petits tournois quand même sympas qui vont arriver, notamment bah, déjà celui d'Adélaïde qui va venir cette semaine, un 500. Ensuite, Oui, du coup, ouais, Adélaïde, bah, c'est un peu décevant parce que du coup, ouais, la fédération australienne avait quand même fait un SE500 encore en plus, mais au final, il n'y a pas beaucoup de grosses joueuses qui ont fait le choix de rester en Australie une semaine de plus. Donc, ça va être un tableau un peu faible pour un 500. Heureusement pour eux, Barty a pris une carte de dernière minute, donc ça va remonter le niveau. Et sinon, on aura Benčić, on aura Swiatek, et voilà, il n'y a pas de gros noms au final pour un 500. ouais, je pense que le placer là comme ça, c'était pas une super idée. Je pense que les joueuses ont clairement envie de rentrer, donc c'est vrai Oui, que. voilà. Ensuite, bah, on quitte l'Océanie pour retourner à Lyon et à Doha. Ensuite, Dubaï, un gros tournoi le 7 mars. Dans la même semaine, on aura Guadalajara qui lui sera un peu plus petit. Et pour terminer, bah, Indian Wells qui est pour l'instant reporté. Visiblement, on cherche à le recaler dans l'année, mais ça va, je sais pas trop comment ça va se faire, mais un peu compliqué. Bah, je pense qu'à WTA, éventuellement,
pourrait peut-être le placer en fin de saison après l'US Open, étant donné que ben, ils risquent de se retrouver avec la même configuration que l'an dernier, c'est-à-dire qu'ils ont toute leur fin de saison en Chine. Donc, pas sûr que que les tournois chinois puissent se dérouler, vu que la Chine est très, très restrictive au niveau du Covid. Donc, éventuellement, le replacer là pourrait être une idée pour la WTA, mais est-ce que Indian Wells voudrait faire qu'un tournoi de WTA? Parce que la TP, bah, ça va poser problème de le faire au moment-là. Je sais pas comment ça va pouvoir se faire. Ouais, effectivement, de toute façon, à l'heure actuelle, c'est très dur, voire impossible de pouvoir faire des pronostics à ce niveau-là. Le Covid, Ah de oui, toute façon, ça change tous les jours. Le tennis, bah, pareil, on sait jamais trop comment programmer ça. En attendant, on peut être content d'avoir autant de tournois à venir quand même, je pense. Je pense que tu es quand même satisfait, toi et aussi, là, de on tout a ça. en tout cas, WTA, on a des bons petits enchaînements. On a ben, Doha Dubaï comme tous les ans, et puis bon, pour le coup, il n'y a pas de souci, je crois. Aux Émirats arabes, il y a plein de tournois qui se jouent, donc ça devrait pas se poser de problème. Après, on a un petit enchaînement avec deux tournois au Mexique aussi, donc c'est bien pour attirer les joueuses. Et puis après, ben, Miami puis Charleston. C'est vrai que par rapport à l'ATP, où il y a que Miami en tournoi aux USA, où les joueurs vont se déplacer que pour Miami, là en WTA, il y aura Miami puis Charleston. Et en plus, Charleston, il y aura un 500 puis un 250, donc ça fait quand même trois bons tournois de suite à faire pour rentabiliser le déplacement aux États-Unis. Donc, c'est pas trop mal organisé, je trouve. Ouais, bah, on pourra dire que pour l'instant, le tennis apprend à vivre avec le Covid et pour l'instant, on s'en sort plutôt pas mal par rapport au début où c'était un petit peu chaotique là. Bon, après, au niveau inférieur, Challenger plus dur, c'est un peu plus compliqué, mais au niveau quand même circuit principal, on s'en sort plutôt bien. Ouais, tout à fait. Bon, après, Challenger, il commence à y en avoir un peu de plus en plus, c'est bien. Après, ouais, niveau ITF, ça continue à être compliqué, surtout chez les femmes. Autant chez les hommes, il y a quand même un certain nombre de challengers. Chez les femmes, c'est très très vite limité, mais c'est la prochaine étape, je dirais, pour retrouver un circuit à peu près normal. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a été très complet, pareil, sur les échéances. Voilà, écoute, il me reste plus qu'à te remercier. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as des choses encore à rajouter ou tu penses avoir tout dit un petit peu? Merci de m'avoir invité pour cette vidéo et puis au plaisir d'en faire de prochaines à l'avenir, hein, pour encore parler tennis et WTA avec plaisir. Ouais, voilà, bah n'hésitez pas à dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu aussi, à me donner vos retours. S'il y a aussi des sujets que vous avez envie d'aborder, on fera des vidéos dessus. Comme j'ai dit, on part plutôt sur de l'analyse maintenant. Donc, si vous avez un thème à aborder, vous pouvez y aller. Il y a du chance que la vidéo se fasse. Et même avec vous, si vous voulez participer, vous m'envoyez un message et on peut s'organiser ça. Donc voilà, n'hésitez pas voilà, à me donner vos retours. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt. Ciao!